Juliette Passebois a travaillé sur un programme de spécialité, un programme de fidélité spécifique et innovant, basé sur la relation mère-fille. Donc je vais passer la parole à Juliette. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur le chat et on les transmettra aux intervenants. Merci Agnès, merci Jean-François pour cette présentation très complète de l'actualité. Je suis très contente de prendre la suite et de continuer à parler de programmes de fidélité et de fidélisation, avec une approche qui sera assez différente, puisqu'on n'est pas dans une optique recherche, mais plus dans une optique étude, dans cette présentation que je vais vous faire, et qui effectivement va traiter d'une étude que nous avons menée avec les étudiants, et qui permet de comprendre la perception qu'ont des consommateurs d'évolution dans des programmes de fidélité et d'innovation dans des programmes de fidélité. Et plus particulièrement, on va parler maintenant de programmes de fidélité dans le domaine de la parfumerie et de programmes de fidélité partagés entre plusieurs générations, typiquement ici une mère et sa fille. Donc je vais vérifier que ça fonctionne, mais ça fonctionne très bien. Donc pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel se placent les résultats que je vais présenter tout de suite, eh bien vous rappelez qu'effectivement depuis de nombreuses années avec cet observatoire de la fidélité, nous travaillons et nous ont travaillé nos étudiants de Master en Marketing avec Michael dans le cadre de nos cours sur des problématiques en lien avec la fidélité. Alors c'est important pour nous parce que ça permet vraiment d'introduire dans notre formation, ce que disait tout à l'heure Agnès, des problématiques de fidélisation qui sont peu traitées dans les masters de marketing, et vraiment de sensibiliser nos étudiants au design des programmes de fidélité, à leur efficacité et à la nécessité aussi de les faire évoluer en permanence. En effet, on se rend compte, si vous regardez la statistique que j'ai inscrite sur ce diaporama, que finalement, on a à peu près 60% des gens qui n'utilisent plus leur programme de fidélité parce qu'ils jugent que les récompenses sont pas suffisamment intéressantes ou trop financières. Et donc finalement, on essaie de faire comprendre qu'un programme de fidélité doit évoluer en permanence et doit être donc créatif et innovant. Et donc nous, ce qu'on fait avec les étudiants, c'est de réfléchir un petit peu à ces nouveautés, à ces innovations, de les repérer, et en général d'essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'elles sont perçues par les clients et si ces innovations apportent vraiment quelque chose de différent et permet véritablement d'inciter les consommateurs à poursuivre l'utilisation de leur programme de fidélité. Donc c'est un petit peu le contexte dans lequel se situe l'étude que je vous présente aujourd'hui. On a travaillé sur des sujets très différents et j'ai présenté déjà lors de ces rencontres des études qui avaient déjà été réalisées. Et cette année, on s'est focalisé sur les programmes de fidélité dits partagés. Pourquoi ? Parce que d'une part, on s'est rendu compte qu'ils existaient dans la pratique. Ici, je vous mets deux petites illustrations, à la fois chez Atoll ou à la fois chez Accor, qui proposent de finalement changer un petit peu la dynamique des programmes de fidélité en prenant acte du fait que finalement c'est pas un individu pour un individu, c'est pas lui qui cumule et qui profite de sa fidélité, mais que il faut peut-être prendre en compte une unité un petit peu différente, un groupe, une tribu chez Atoll. Donc par exemple, vous achetez des lunettes pour vous et finalement vous pouvez offrir 65 € de réduction à vos amis, vos proches, votre belle-mère. Pareil, chez Accor, on est sur des programmes de fidélité très larges avec 8 personnes qui peuvent bénéficier des miles que vous-même vous avez accumulés. Et finalement, ça donne une dynamique un petit peu différente au programme de fidélité. Et on a voulu un petit peu mieux comprendre cette notion qui finalement est très peu traitée dans la littérature. Jean-François a fait un passage sur l'ensemble des programmes de fidélité. Finalement, je n'ai pas vu de choses passer là-dessus. C'est pas beaucoup traité, donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant d'aller un petit peu au-delà. Et donc on a fait travailler nos étudiants sur cette problématique. Et puis en plus, ça faisait écho à quelque chose qu'on avait repéré à travers l'observatoire de la fidélité qui était présenté l'an dernier par Michael, sur le fait que dans les faits, effectivement, les consommateurs sont très libres avec leur programme de fidélité et qu'ils n'hésitent pas beaucoup à soit offrir leur point de fidélité à leurs proches, soit eux-mêmes à offrir leur cagnotage, c'est-à-dire leurs efforts de fidélisation, d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Typiquement, j'achète quelque chose dans une boutique X, mais je le mets sur le compte de ma sœur, mon frère ou ma belle-mère, toujours elle.
Donc il y avait cette notion d'appropriation finalement libre par les consommateurs de leur programme de fidélité pour eux et pour les autres. Alors les chiffres étaient ceux-là l'an dernier, je crois que Mickaël va en reparler tout à l'heure. Mais donc à partir de ces deux éléments, on a considéré que c'était un sujet intéressant à creuser et à mieux comprendre. Donc partant de ce constat-là, on a voulu mener une étude avec nos étudiants et on a pris, comme on le fait tous les ans, on essaie de centrer le sujet, et donc on l'a vraiment centré autour de l'univers de la beauté, parce qu'on a observé un programme partagé qui nous semblait intéressant et qui avait émergé, un programme mère-fille, et donc on s'est focalisé sur cet univers-là et sur les programmes mère-fille. Alors l'univers de la beauté, pourquoi ? Parce que c'est un univers dans lequel, pour lequel les produits continuent de se vendre. C'est un secteur qui est très dynamique en dépit de la crise, qui continue de croître. Donc il n'y a pas de problématique exogène qui aurait pu expliquer des changements chez les consommateurs. Également, c'est un secteur qui est aussi très intéressant en termes de fidélisation, puisque les consommateurs font des achats dans des grandes surfaces spécialisées. J'ai repéré des chiffres, on a environ 35% des consommateurs qui font leurs achats de produits hygiène beauté dans des magasins spécialisés, qu'ils soient online ou pas, ou offline. Donc ça représente quand même une partie intéressante du commerce. En tout cas, les enseignes spécialisées représentent une partie importante des ventes de produits. Et toutes ces enseignes-là ont toutes des programmes de fidélité. Donc ça faisait une bonne raison de s'intéresser à ce secteur-là. Et dans ce secteur-là, on a repéré ce programme de fidélité, qui est un programme original, qui propose de partager la beauté, et donc les points de fidélité, et donc le programme, entre mère et fille. En fait, c'est un programme qui s'appelle donc Jolie de mère en fille, et qui consiste à, pour la maman, avoir sa carte de fidélité qui lui permet de propres points et ses propres avantages. Très très classique, je dépense 1 euro, j'ai 1 euro sur mes points, sur ma carte de fidélité, et j'ai des avantages. Mais en plus, donc c'est vraiment en plus, on va pouvoir offrir des avantages à sa fille qui fait partie donc de ce programme de fidélité, typiquement 25% sur l'ensemble de ses achats, et puis des cadeaux qui peuvent être offerts, des épilations, etc. Donc un programme qui existe dans un univers dynamique, ça nous a donné des bonnes raisons de l'étudier. Alors dans le cas spécifique de cette enseigne-là, ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est que c'est un programme qui a été monté à la fois pour rajeunir la clientèle et les porteuses de cartes, puisque il y avait une problématique a priori d'âge moyen des porteuses de cartes. Donc l'objectif c'était de rajeunir, donc c'était plutôt intéressant de miser sur cette transmission. Deuxièmement, c'est intéressant parce qu'en termes de consommation, c'est un phénomène qui est très fort et qui existe réellement, qui consiste, pas qui consiste, mais qui existe. Et finalement, on s'est rendu compte, les sociologues ont mis ça en évidence, le fait que les mamans sont des éléments essentiels dans la transmission des pratiques de consommation, quelles qu'elles soient. Et donc aussi, sans doute, dans la beauté, et donc se servir ou s'appuyer sur ce fait, sur cette existence d'une transmission des pratiques de consommation nous a semblé aussi intéressant. Et puis également, c'était très intéressant pour nous parce qu'on voit ici un programme qui va être vraiment original dans le sens où il permet de porter les valeurs de la marque et d'apporter vraiment un discours complémentaire sur la proximité, le partage, et d'ancrer le positionnement de cette enseigne-là. Donc de sortir un petit peu de ça, des autres programmes qui pouvaient être proposés. Donc on a mené une étude, nos étudiants ont réfléchi, ils ont fait déjà une première étude qualitative que je ne vous présenterai pas. Donc ils ont interviewé des porteuses et des porteurs de cartes de fidélité dans la parfumerie. Et nous, derrière, avec eux, on a monté un questionnaire. On a obtenu à peu près 900 réponses de clients qui ont acheté au moins une fois des produits de parfumerie. Donc ça, c'est notre échantillon. Ils achètent ces produits chez Sephora, chez Yves Rocher, en parapharmacie majoritairement, mais également dans d'autres enseignes. Donc vous avez en bas la répartition des points de vente qui sont les plus fréquentés par notre échantillon, qui représente à peu près ce qui se passe en termes de part de marché, si je ne dis pas de bêtises. Et également, ce sont des acheteurs qui font leurs achats en commerce physique pour 50%, mixte pour 35% et pour 10% uniquement en ligne.
L'étude que nous avons menée, elle avait deux objectifs et je vous présenterai les résultats de façon séparée. D'abord, c'était d'avoir quelques données descriptives sur la fidélité dans les enseignes de beauté, puisqu'on n'en a pas trouvé, donc connaître un petit peu les pratiques. Et puis par ailleurs, faire vraiment un focus sur ce genre de programme de fidélité. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir si ce genre de programme de fidélité qui apporte quelque chose de plus, puisque c'est ma fidélité, mais aussi la transmettre à ma fille. Ça n'enlève rien à la porteuse et au contraire, ça ajoute. Essayer de comprendre si cette mécanique-là était bien comprise par les consommateurs et si ça apportait véritablement une valeur supérieure au programme de fidélité qui était classique. Et donc, éventuellement, d'attirer de nouveaux porteurs, de nouveaux clients vers l'enseigne. Et donc pour ce faire, on a mené avec mon collègue Mickaël une sorte d'expérimentation. Tout simplement, on soumet notre échantillon de façon aléatoire à un scénario, soit imaginez que votre enseigne dans laquelle vous vous rendez le plus souvent propose ce programme de fidélité, comment vous réagissez. Et ce programme de fidélité, soit c'est un programme de fidélité classique, j'achète, je cumule, je profite, soit c'est un programme mère-fille, j'achète, je profite et je fais profiter ma fille. Mais nous n'avions pas de nom d'enseigne, c'est-à-dire que si le répondant était un client Sephora, il devait se mettre dans la position de Sephora qui met en place ce genre de programme de fidélité. Donc je vais d'abord vous présenter les résultats de la première partie très descriptive et finalement quelques chiffres clés sur la fidélité des clients en parfumerie et enseigne de beauté. Donc ce qui est apparu de façon très descriptive, c'est qu'on est sur un domaine dans lequel le taux d'encartement, je pense qu'on appelle ça comme ça, est très élevé, puisqu'on a 70% des acheteurs qui sont porteurs d'une carte au moins de fidélité. On a aussi un fait marquant qui est que ces consommateurs-là, ces 70%, sont aussi très satisfaits de leur programme, puisqu'en moyenne, on est sur du 65% de nos porteurs qui sont satisfaits ou très satisfaits. Donc une très très faible minorité, c'est environ 10% qui se disent insatisfaits. Et ensuite, on a demandé de noter l'intention de poursuivre cette enseigne, les intentions de fidélité, donc plutôt attitudinales, je continuerai d'acheter. Et là, sur une échelle de 1 à 7, on a également un score qui est relativement élevé, qui s'élève environ à 5,8, donc c'est très fort. Donc je vous ai mis en bas les deux enseignes qui sont supérieures en termes d'intention de fidélité, NYX et Saga, et puis au-dessus, celles qui sont peut-être les plus mauvais élèves en termes d'intention de fidélité, l'Occitane et Galeries Lafayette dans notre étude. Ce qui apparaît aussi, c'est que les consommateurs qui sont donc porteurs de ces cartes utilisent certains types d'avantages. Majoritairement, ils utilisent les chèques de fidélité. Majoritairement, ils utilisent le processus de cagnotage. Majoritairement, ils utilisent les promotions exclusives. Mais aussi, beaucoup d'entre eux n'utilisent aucun avantage de fidélité. Donc, soit ils passent à côté, soit ils ne les connaissent pas. Et puis à droite, vous avez ceux qui ne sont pas utilisés comme avantage des programmes. Donc par exemple les services type maquillage, les newsletters ne sont pas utilisés, ne sont pas lus, et l'accès en caisse VIP n'est pas utilisé lorsqu'il existe. Donc ça c'est très descriptif aussi sur les programmes de fidélité. Ce qui nous intéressait plus, c'était la perception des programmes mère-fille. Alors ici, ce qui est apparu dans notre étude, dans l'étude qualitative qui a été portée par les étudiantes et les étudiants de l'an dernier, c'est qu'il y avait deux situations possibles et que finalement les réactions à ces programmes de fidélité pouvaient être différentes. La première situation possible, c'est lorsque la cliente ou le répondant, est véritablement concerné par ce fameux programme de fidélité mère-fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est une maman qui a une fille, soit c'est une fille qui a une maman. Dans notre échantillon, les clientes concernées, c'est 597 personnes. Donc 597 sur à peu près 900. Donc nous, on a considéré qu'elles étaient concernées lorsque ce sont des femmes qui ont une fille de plus de 15 ans et lorsque une fille de plus de 15 ans a une maman, et ce n'est pas effectivement le cas de toutes les jeunes filles. Et donc il y a un autre cas de figure, la deuxième situation, c'est que le client n'est pas concerné par le programme de fidélité. Soit c'est un papa qui a des fils ou des filles, soit c'est une maman qui a des garçons, soit c'est une jeune fille qui a pas de maman. Donc ici, dans notre échantillon, 300 personnes ont été interrogées sur la manière dont elles percevaient ce programme, mais sans être véritablement concernées. On a traité les choses différemment, bien sûr on n'a pas posé les mêmes questions, et notamment l'expérimentation, c'est-à-dire le fait de soumettre nos répondants
au programme classique ou pas classique, n'a été faite que sur ces 597 personnes, sur les clientes concernées, puisque bien entendu, un papa on ne va pas lui proposer, mais par contre, on a voulu connaître ses perceptions. Donc sur la première situation, ce qui apparaît, c'est que les programmes de fidélité mère-fille, globalement, sont plutôt bien perçus. On est sur une différence significative entre un programme classique et un programme mère-fille, avec un avantage, petit mais certain, sur les programmes de fidélité mère-fille. Intéressant. En revanche, lorsqu'on regarde les intentions d'adhérer au programme, c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, les consommatrices concernées préfèrent conserver leur programme adhérer à un programme conventionnel plutôt qu'à adhérer à un programme mère-fille. Donc ça, c'était intéressant de noter que la différence est en sens inverse, qui est complètement contre-intuitif par rapport à ce que je viens de dire. J'aime bien, mais c'est pas pour ça que je vais y adhérer. Et donc, si j'ai pas l'intention d'y adhérer, c'est sans doute qu'il y a un problème de valeur perçue de ce programme de fidélité. Et effectivement, on a utilisé des mesures de la valeur perçue. Donc la valeur perçue d'un programme de fidélité, on l'a définie comme l'ensemble des bénéfices qui sont associés à un programme de fidélité. Et dans la littérature, on identifie qu'il y a 5 grands types de bénéfices associés à un programme de fidélité. Soit on a des bénéfices utilitaires, c'est ce que a dit Jean-François, c'est fonctionnel, je gagne de l'argent, ça améliore le rapport qualité-prix. Soit ce sont des bénéfices plutôt exploratoires, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça me permet de découvrir des nouveaux produits. Soit ce sont des bénéfices hédoniques, là aussi Jean-François en a parlé, c'est le côté amusant de la collecte de points, je trouve ça drôle, ça m'amuse. Soit le côté reconnaissance, qui était celui sans doute touché par le programme de fidélité que nous avons présenté, c'est-à-dire le fait de se sentir reconnu comme un individu à part entière avec un statut un petit peu particulier. Soit et un programme de fidélité permet de créer du lien social, de se sentir appartenir à une communauté. Donc on a ici 5 grands types de bénéfices possibles et on a testé ces 5 grands types de bénéfices sur les programmes conventionnels et sur les programmes mère-fille. Et comme vous le voyez dans le schéma, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on constate que le programme mère-fille n'apporte aucune valeur supérieure, que ce soit en termes utilitaires, exploratoires, hédoniques, de reconnaissance ou de lien social. Donc il y a là une forme d'échec finalement dans un programme à valeur supérieure, ne serait-ce qu'en termes de reconnaissance, d'être reconnue comme une femme qui offre qui est une cliente un peu privilégiée parce qu'elle offre des bénéfices à sa fille, soit en termes de lien social et de reconnaissance, d'appartenance à une communauté, de cette communauté d'échange de la beauté. Nous avons également identifié que parmi les gens qui sont les plus intéressés et qui ont le plus d'appétence pour ces programmes de fidélité, eh bien, mère-fille, ils ont 2 caractéristiques. La première, c'est qu'ils ont une très très forte implication pour la catégorie de produits. Ça veut dire qu'ils s'y intéressent, ça veut dire qu'ils se renseignent, ça veut dire qu'ils lisent là-dessus, qu'ils ont des budgets pour ce genre de produits très élevés. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est une relation très particulière à leur mère ou à leur fille. C'est un transfert d'identité qui est très fort. On a posé un certain nombre de questions pour connaître la nature du lien entre la mère et la fille. Et effectivement, plus les mamans s'identifient à leur fille, plus les filles s'identifient à leur mère, donc plus il y a ce transfert d'identité qui se produit, plus elles sont intéressées par ce type de programme. Vraiment sur une catégorie particulière de clientes qui ont ces 2 caractéristiques très individuelles. Pour la situation numéro 2, c'était aussi pas inintéressant de voir un petit peu comment les autres, ceux qui ne sont pas concernés, pouvaient voir ce programme et le considérer. Donc ici, ce qui nous a intéressé, c'était d'interroger les hommes et les femmes qui avaient des garçons, par exemple, ou les jeunes filles sans maman, et de comprendre un petit peu globalement leur perception. Parce que c'était apparu dans le qualitatif qu'il pouvait exister un sentiment d'exclusion. Donc on a essayé de le tester de façon plus quantitative. Et on a posé des questions une question ouverte pour savoir quelles étaient les premières réactions. Alors malheureusement, c'est pas très bien sorti sur cette version finale, mais à gauche, vous avez des réactions plutôt neutres en termes d'appréciation de ce genre de programme de fidélité. Pourquoi pas, mais je suis pas concernée. Mais par contre aussi, on remarque en moitié des réactions extrêmement négatives et voire de colère qui sont liées au sentiment d'exclusion, de misogynie, voire même de discrimination que l'on peut identifier. Donc on a essayé de creuser un petit peu ces dimensions en posant quelques questions à nos répondants. Notamment on leur a demandé si le programme de fidélité qui était proposé,
qui était le programme Murphy, était de nature à porter des valeurs positives. Finalement, le score n'est pas catastrophique, on est sur du 4,1 sur une échelle de 1 à 7, avec aucune différence significative en termes d'âge, non, aucune différence significative en termes de sexe, mais par contre une différence significative en termes d'âge, c'est-à-dire que plus vous êtes âgé, plus vous trouvez que ce genre de programme porte des valeurs positives, ce qui était, je le rappelle, l'objectif de la marque, de positivité, de respect et de convivialité. En revanche, plus vous êtes jeune, moins vous trouvez que la marque véhicule ainsi des valeurs de respect, de positivité, etc. Et on a également posé la question pour savoir si ce genre de programme pouvait véhiculer des stéréotypes. Même constat, on a un score qui est relativement, enfin qui est plus élevé que la moyenne, 4,4 sur une échelle de 1 à 7, donc c'est pas négligeable. Donc plutôt négatif finalement en termes de perception de la marque aussi. Et même remarque, plus les individus sont jeunes, plus ils estiment que ce genre de programme véhicule des stéréotypes. Et plus ils sont âgés, moins ils estiment que ce genre de programme peut véhiculer des stéréotypes. Donc ce sont des conclusions relativement intéressantes parce que peut-être peu attendues, en tout cas nous ça nous a surpris avec mon collègue Mickaël. On a aussi demandé si globalement il y avait un intérêt pour des programmes duo père-fils ou père-fille ou mère-fils, un intérêt qui reste relativement moyen dans ce programme, dans ce secteur de la beauté et de l'hygiène. Donc voilà les quelques éléments de cette étude. Donc il me reste 2 secondes pour essayer de conclure sur cette étude. Donc c'était une étude qui n'a pas vocation à être une étude de recherche universitaire, mais plutôt une étude menée à un temps T, avec quelques éléments descriptifs, qui nous permet finalement de conclure que la création de valeur est relativement limitée pour ce genre de programme de fidélité partagé. Il n'y a pas de différence de valeur perçue sur ce que nous on a pu étudier. On remarque aussi que finalement c'est pas forcément une excellente idée dans le sens où les valeurs positives liées à la transmission au partage ne sont pas forcément véhiculées et le message vient être brouillé par des problématiques de discrimination, etc. Donc on a noté qu'il y avait finalement des risques qui sont associés, que lorsqu'on est sur des programmes de fidélité comme ça partagés, il faut bien penser à l'unité qui va profiter des avantages et ne pas exclure ceux qui n'en bénéficieraient pas. Donc s'intéresser aussi aux associations des non concernés, mais on a aussi noté que les associations négatives qu'on a pu identifier s'appliquaient aussi à des clients qui sont aussi concernés. C'est pas parce que je suis dans le bain chaud que je ne trouve pas ça pas respectueux pour ceux qui n'y sont pas. Et donc finalement, on a identifié quelques perspectives d'amélioration pour ces programmes de fidélité. Le premier, c'est d'avoir une définition le plus large possible des bénéficiaires, donc plutôt que de penser famille, penser tribu, à l'ère des familles recomposées, de mère-fille, penser parents-enfants, de cibler les clients qui sont les plus impliqués pour les catégories de produits, en tout cas d'avoir ça en tête en termes de segmentation. Peut-être également de modifier un petit peu la personnalisation des avantages qui sont proposés et de prendre en compte les attentes des groupes qui sont pas les mêmes que les attentes d'un individu. Et également, un élément qui peut être intéressant, c'est lorsqu'on se lance dans des programmes partagés, de bien veiller à l'équilibre des bénéfices entre les contributeurs qui présentaient ces résultats, mais il y avait visiblement des différences aussi entre les mamans et les filles concernées par le programme de fidélité qui ne trouvaient pas forcément ça très juste dans la manière dont étaient répartis les avantages. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère pas avoir trop dépassé le temps qui m'était imparti. Non, c'est parfait, Juliette. Parfait dans le Parfait. temps. Merci Et Agnès. c'est très intéressant et ça veut dire aussi que on peut noter que pour des enseignes qui voudraient lancer ce type de programme, effectivement, à partir d'une étude comme ça, on peut expérimenter et voir les limites et les perspectives d'amélioration avant de lancer le programme et de se rendre compte après éventuellement des difficultés. Merci beaucoup.